Bonjour à tous, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ce soir Sarga Moussa pour cette séance de l'Agora des Savoirs. Je vais présenter en quelques mots Sarga Moussa et puis je vous lirai un tout petit extrait du roman de Mathias Hénard, Boussole. Vous comprendrez très vite pourquoi, vous l'avez peut-être déjà compris si vous avez lu le roman. Sarga Moussa est directeur de recherche au CNRS. Il est membre de l'UMR Talim, qui appartient à l'Université Paris 3, et il travaille dans l'équipe écriture de la modernité. Surtout, et c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement dans ce cycle consacré à la question des frontières, Sarga a consacré toute sa vie de chercheur à étudier la littérature orientaliste, les récits de voyage et plus largement les représentations des altérités culturelles dans la littérature française et européenne. Et son exploration de cette fascination orientale, cet intérêt pour les altérités culturelles, il l'a exploré selon 3 grands axes. Sarga Moussa a d'abord offert au grand public des éditions critiques très fouillée et absolument passionnante de grands textes de la littérature orientaliste. Par exemple, on lui doit un magnifique voyage en Orient de Lamartine qui a permis à beaucoup d'entre nous de redécouvrir ce texte fondateur. Et il a également édité une belle anthologie des voyages en Égypte. J'ai vu qu'on en a un certain nombre d'exemplaires sur la table de présentation à la sortie. Et par ces temps de grand froid, je vous recommande d'aller passer quelques heures, quelques jours en Égypte avec l'anthologie de Sarga. C'est en collection Lafon bouquin. Donc une impressionnante activité éditoriale qui a permis de se replonger dans ces textes souvent trop méconnus. Parallèlement, Sarga a mené des projets de recherche collectifs sur des sujets à la fois passionnants et curieusement actuel. Par exemple, un programme de recherche qui a fait date sur la notion de race du XVIIIe au début du XXe siècle. Un autre programme de recherche consacré à littérature et esclavage. Sujets sur lesquels nous nous sommes rendus compte que les représentations qui sont les nôtres ont une archéologie extrêmement longue et qu'on ne peut en comprendre le fonctionnement qu'en s'interrogeant sur leur production. Enfin, Sarga Moussa est l'auteur d'un certain nombre d'essais de référence depuis son premier grand livre, La relation orientale. J'adore ce titre, La relation orientale, l'expression est à prendre dans tous les sens, jusqu'au livre dont il va nous parler aujourd'hui sur le mythe bédouin, mythe qu'il a interrogé très longuement, livre que Sarga a porté en lui pendant des années et qu'il va aujourd'hui nous présenter. Je pourrais parler très longtemps des travaux de Sarga Moussa, mais je préfère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, laisser la parole à Mathias Hénard et je vais vous lire un tout petit extrait de son dernier roman, Boussole. La personne qui parle dans le roman, c'est Sarah, l'héroïne flamboyante de la fiction. Elle est elle-même chercheure dans le domaine orientaliste et elle rencontre Sarga Moussa. Je vous lis ce qu'elle en écrit à son ami Franz. Tu me demandes ce que je fais ici. Un colloque, bien sûr. Un colloque comparatif sur la littérature de voyage au XIXe siècle. Sommité. Rencontrer Sarga Moussa, grand spécialiste des visions de l'Orient au XIXe siècle. Magnifique contribution sur le voyage et la mémoire. Un peu jalouse de son savoir, d'autant plus qu'il parle parfaitement allemand comme la plupart des invités. Nous allons tous écouter Sarga nous parler du mythe bédouin et je suis absolument certaine que dans 1 heure, vous partagerez tous l'enthousiasme de l'héroïne de Mathias Hénard. Merci Sarga. Bon, merci beaucoup Corinne pour cette très chaleureuse introduction. Je précise que j'ai été très surpris moi-même en trouvant mon nom dans le roman de Mathias Hénard, que je ne connais pas. Mathias Hénard, que je ne connais pas. Voilà. Et donc, merci aux organisateurs et à l'Agora des Savoirs de me recevoir ce soir parmi vous. Alors, dans le cadre d'une thématique générale comme celle de la traversée des frontières retenue cette année, il n'est peut-être pas inutile de rappeler quelques jalons concernant l'histoire des voyageurs européens,
lesquels ont joué un rôle fondamental dans les représentations que nous avons des peuples étrangers et des peuples orientaux en particulier. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les voyageurs ont toujours existé, simplement ils n'ont pas toujours eu les mêmes objectifs, les mêmes destinations, et bien sûr ils n'ont pas eu les mêmes manières de voyager, les mêmes modalités de déplacement. Le commerce et la guerre ont pu être des raisons de voyager dès l'Antiquité grecque, mais des motivations plus individuelles existaient déjà. Hérodote, par exemple, semble bien être allé en Égypte afin de compléter son savoir. Cependant, il faut attendre le Moyen-Âge pour qu'une dimension collective et ritualisée se manifeste dans le voyage. Ainsi, pour en venir à notre sujet, ce sont surtout les pèlerins de Terre Sainte qui ont été confrontés aux Arabes nomades qu'ils pouvaient rencontrer lors de la traversée du désert sur le chemin de Jérusalem. À la Renaissance, les voyages se diversifient. Missionnaires, explorateurs, diplomates, commerçants. Autant de catégories qu'on retrouvera à l'âge classique, à quoi s'ajouteront à l'époque des Lumières les naturalistes, les géographes, les antiquaires, comme on disait à l'époque, les orientalistes, au sens académique du terme, pour n'en mentionner que quelques-uns, tous d'ailleurs également susceptibles de croiser des Bédouins pendant leur voyage. Le XIXe siècle est celui de l'entrée en littérature du genre des voyages. Tous nos écrivains sont sur les routes, écrivait Michel Butor. Et c'est à ce moment-là que se met en place ce parcours ritualisé dans le bassin oriental de la Méditerranée que nous appelons désormais le voyage en Orient. Quelques mots maintenant sur les Bédouins. Le mot vient de l'arabe badawi, littéralement habitant du désert. Le terme français n'apparaît qu'assez tardivement, du moins couramment employé dans la littérature de voyage. Avant le XVIIIe siècle, on parle d'arabe, avec ou sans prédicat. Le mot étant souvent employé seul, c'est le contexte qui permet de déterminer s'il s'agit d'arabes sédentaires ou nomades. Mais parfois, le mot est suivi d'un adjectif, comme errant, mais aussi voleur, larron, etc. Tous adjectifs qui indiquent dès lors implicitement qu'il s'agit de bédouins, donc d'arabes nomades, et surtout que ceux-ci sont immédiatement associés à des vagabonds, le terme est connoté bien sûr, et qu'ils sont considérés comme des gens malhonnêtes. C'est bel et bien le nomadisme, me semble-t-il, qui est la grande faute, avec un F majuscule, et qui le restera longtemps dans nos sociétés urbanisées. Pourtant, le mode de vie d'un peuple pasteur comme les Bédouins n'a rien de surprenant. Élevant des chameaux, des moutons et des chèvres, ils se déplacent au gré des pâturages, c'est-à-dire en fonction de la saison des pluies. Originaires de la péninsule arabique, ils se sont ensuite répandus sur le pourtour méditerranéen et au Moyen-Orient. Mais le mode de vie nomade, précisément, pose problème aux sociétés européennes largement sédentarisées. À l'instar de ceux qu'on appelait les bohémiens, devenus tziganes, puis roms aujourd'hui, les Bédouins apparaissent comme des vagabonds sans profession qu'on accuse par conséquent de voler pour vivre. Ajoutons que dans le monde arabe lui-même, il existe un préjugé ancien à leur égard, ce dont témoigne l'historien et philosophe Ibn Khaldoun, XIVe siècle, en rappelant que, du point de vue des citadins, ils apparaissent, les Bédouins, comme des sauvages menaçant la civilisation. Or, cette imagerie négative va précisément être mise en cause à l'aube des Lumières, que ce soit chez un orientaliste comme d'Herbelot, l'auteur de la Bibliothèque orientale, chez un voyageur comme Darvieux, sur lequel nous allons revenir, ou encore chez un historien de la noblesse comme Boulainvilliers. C'est l'histoire de ce renversement d'image qui conduira à la construction d'un véritable mythe bédouin qu'on voudrait évoquer ici, en prenant pour périmètre chronologique environ un siècle, à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle, en nous limitant principalement au récit des voyageurs qui, certes, jouent un rôle central dans cette histoire. Et à ce titre, bien sûr, c'est une traversée des frontières qu'ils racontent. Alors j'ai intitulé ma première partie « La peur des Bédouins aux frontières de l'humain ».
Et donc vous voyez que je prends immédiatement le terme de frontière dans différents sens, y compris dans son sens métaphorique. Pour comprendre la portée de ce renversement de l'image du bédouin qui s'opère à l'époque des Lumières, il est nécessaire de revenir en arrière dans le temps, sachant que pendant des siècles, les Bédouins suscitèrent la peur. L'imaginaire dépréciatif des Arabes nomades est fortement déterminé par la représentation du désert, qui est leur milieu naturel, représentation elle-même codifiée depuis l'Antiquité, que ce soit dans un contexte païen ou religieux. Ainsi, le géographe grec Diodore de Sicile, dans sa bibliothèque historique, nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ, fait de l'Arabie pétrée, comme on disait alors, constituée par le Sinaï et par une partie de la Jordanie, un espace essentiellement négatif, privé de tout ce qui constitue la civilisation agricole. Il n'y a pas de semences, pas d'arbres, etc. Le monde des Bédouins, au fond, n'est pas tout ce que celui des paysans est. Et on retrouvera longtemps cette logique à l'œuvre pour décrire le désert, cet espace sans limite, sans relief, sans végétation, sans maison, etc. Jusqu'à Buffon, par exemple, qui ne l'a jamais vu, mais qui a lu des voyageurs qui en parlent et qui décrit Buffon le désert comme un véritable vide, angoissant et quasiment métaphysique. Mais ce qui marquera le plus les voyageurs du Moyen-Âge à l'âge classique, c'est la représentation biblique du désert. L'Ancien Testament, en particulier, en fait la terre des punis, pensons à Caïn, celle des exclus aussi, avec Agar, des animaux maléfiques, voire du diable. Certes, le Nouveau Testament contrebalance en partie la chose. S'il est le lieu où Satan tente Jésus, il est aussi celui où prêche Jean-Baptiste, et dans la tradition érémitique, c'est bien au désert que Dieu est présent. Mais ce que retiendront les voyageurs de Terre Sainte, et en particulier les pèlerins médiévaux, c'est d'abord la tradition vétérotestamentaire. Lieu de la colère divine dès la Genèse, pensez à Sodome et Gomorrhe, le désert est un lieu effroyable qui inspire la peur, voire la terreur, et qui constitue une épreuve sur le chemin de la ville sainte, elle-même annonce de la Jérusalem céleste. Les Bédouins, habitants du désert, ne peuvent dès lors qu'être contaminés par ce type de représentation. À quoi s'ajoute le fait qu'ils sont musulmans et que par conséquent ils incarnent une religion ennemie, du moins du point de vue des chrétiens. Et alors même que le Coran le dit d'ailleurs, ils ne sont peut-être pas des pratiquants très scrupuleux. Mais ça, on ne le sait pas, et les pèlerins voient ces Bédouins d'abord comme les représentants d'une religion ennemie. Voici donc un exemple particulièrement révélateur, celui du dominicain Félix Fabry, dont la relation, écrite à la fin du XIVe siècle en latin, il en existe une édition plus tardive en allemand, car il vient d'Allemagne, donc, dont la relation montre le caractère traumatisant de cette expérience, celle du désert. Fabry raconte, à la suite d'un second voyage en Terre Sainte, son trajet de retour de Jérusalem au Sinaï. Cette expérience est narrée comme une véritable dépossession de soi-même, comme un basculement dans le monde nocturne des forces maléfiques. Outre une tempête de sable qui obscurcit entièrement l'atmosphère, nous étions donc comme des aveugles, écrit-il. Le pèlerin manque de se perdre définitivement dans les sables après s'être éloigné de la caravane pour gravir une éminence. Nous sommes donc dans un espace à la fois réel et symbolique, celui du désert, comme monde de la désorientation absolue, comme risque de la perte de l'être même, c'est-à-dire pour le pèlerin de son lien avec la divinité. Il exprime son désespoir sous une forme auto-ironique en rappelant le sens de son prénom, c'est-à-dire heureux. Et je le cite, « De quel côté me diriger ? Voilà que le soleil commence déjà à descendre vers le couchant, les ténèbres vont suivre, et moi, je ne suis déjà plus Félix, mais celui à qui manque le plus la félicité. » La langue elle-même, donc, qui devrait rattacher la créature à son créateur, ne paraît plus apte à compenser les mots terrestres, et c'est seulement par une antiphrase qui permet de mettre l'angoisse à distance que le pèlerin parvient à vaincre son désespoir. Égaré, celui-ci retrouve finalement ses propres traces, grâce bien sûr à une belle et efficace prière. Ce moment où Fabry remet les pieds dans ses traces
substitut de son propre corps, recouvrant ainsi symboliquement son identité, est évidemment au fondement de la traversée du désert. Il s'agit bien d'une expérience des limites qui constitue à la fois un risque d'aliénation de soi-même et une possibilité de surmonter les épreuves que Dieu impose à l'homme. Autrement dit, la traversée du désert constitue le passage d'une frontière hautement signifiante. L'entrée dans cette espèce d'enfer sur terre que constitue le désert est incluse dans la représentation mentale que le pèlerin se fait. Son voyage, qui symbolise lui-même la vie comme un long pèlerinage, vous connaissez peut-être le topos de l'homo viator, de la vie comme voyage, eh bien ce voyage implique le passage par l'ailleurs, et en l'occurrence un ailleurs radical, un Orient qu'on pourrait dire désorienté, un lieu d'où Dieu s'absente. L'expérience individuelle du pèlerin est précédée, donc déterminée par les Écritures, dont elle ne peut être que l'illustration, l'exemplification. Fabry procure ainsi toute une série de citations bibliques tirées de l'Exode, des Nombres, du Deutéronome, qui insistent sur le désert comme lieu sinistre et comme absence. Manque d'eau, manque de terre cultivable, manque de bornes, etc. Tout ce qui fait défaut au désert y est, écrit-il dans une formule étrange, dont le caractère paradoxal met remarquablement en lumière la négativité fondamentale du désert. La représentation des Bédouins dans un tel contexte, sur lequel j'ai un peu insisté, ne peut manquer d'être marquée par celle de leur environnement. Mais comment admettre que le désert est malgré tout peuplé alors qu'il est censé être vidé de toute bienveillance divine? Fabry, dans sa relation de voyage, se montre prêt à toutes les acrobaties rhétoriques pour éviter de mettre en cause les textes sacrés. Je le cite, « Il est dit que personne n'a jamais habité au désert, et c'est pourquoi on le nomme terre inhabitable. Ceci est affirmé de façon générale, car les saints-pères y ont habité, menant une vie plus angélique qu'humaine, et des Arabes, aujourd'hui, y habitent, menant une vie plus bestiale qu'humaine. Mais puisqu'il est dit que même les bêtes ne peuvent y habiter, cela signifie que les Arabes qui y vivent, non de façon miraculeuse comme les enfants d'Israël, ni de façon angélique comme les saints ermites, ni sans travail humain comme les animaux, y vivent donc de façon diabolique. » Quel raisonnement! Comme le diable, continue Fabry, qui rôde, cherchant qui dévorer, il rôde à la limite du désert, exerce le brigandage et dépouille ceux qui traversent le désert. Nous sommes bien dans un désert terrifiant dont les habitants dans cette logique ne peuvent être que maléfiques. D'où la représentation topique du bédouin qui va venir, et qui va rester pendant quelque temps encore en barbare et en sauvage, menace permanente pour les voyageurs. Chateaubriand, qui entend réactiver la tradition des pèlerins de Jérusalem à l'aube du XIXe siècle, est fortement marqué par cette représentation des Arabes nomades. Il accomplit en une année et demie, entre 1806 et 1807, un immense tour de la Méditerranée, depuis la Grèce, qui est encore sous domination ottomane, à l'Espagne, en passant par l'Asie mineure, Constantinople, la Palestine, l'Égypte et Tunis. Il s'agit donc d'un voyage réellement effectué, mais dont la représentation du désert et de ses habitants est, au fond, tout aussi codifiée que chez Fabry. Le moment où Chateaubriand débarque à Jaffa est particulièrement symbolique. À l'intérieur même de l'Orient ottoman, une nouvelle frontière est franchie, celle de l'entrée en Palestine, terre originaire du christianisme et par conséquent, pour l'auteur de l'itinéraire, fondatrice de l'identité, pour lui chrétienne, de la France. Mais le monde a changé au cours de l'histoire. Et dès le 7e siècle, les Arabes conquièrent Jérusalem. Pour Chateaubriand, ce sont clairement des usurpateurs, de même que le sont encore de son temps les Ottomans, eux qui se sont substitués aux Arabes pour conquérir Jérusalem au XVIe siècle. De son point de vue, à Chateaubriand, la présence musulmane en Terre Sainte est une provocation
et il ne peut donc l'imaginer que sous une forme antagoniste. Voici donc comment il rapporte son arrivée à Jaffa. Jaffa, aujourd'hui, en Israël. Au bord de la mer, la terre se terminait par des falaises jaunes ondées de noir qui surplombaient une grève où nous voyions et où nous entendions se briser les flots. L'Arabe errant sur cette côte suit d'un œil avide le vaisseau qui passe à l'horizon. Il attend la dépouille du naufragé, au même bord où Jésus-Christ ordonnait de nourrir ceux qui ont faim et de vêtir ceux qui sont nus. Ce débarquement est bel et bien le passage d'une frontière à la fois spatiale, temporelle aussi, religieuse et même morale. Le voyageur est censé entrer dans un univers dont tous les signes sont désormais inquiétants, instables en tout cas. Pourtant, rien n'est dit sur le caractère concret d'une menace. L'Arabe errant est un type, une abstraction, auquel sont prêtées, sans la moindre preuve, en tout cas dans le texte, des intentions malveillantes. Autrement dit, cette menace est sans doute largement imaginaire, fondée tout bêtement sur ce que l'on appellerait un préjugé, que l'on pourrait qualifier aujourd'hui, disons les choses nettement, d'islamophobie. Celle-ci, à quelques exceptions près, traverse l'ensemble du récit de voyage de Chateaubriand et constitue la matrice de plusieurs grandes oppositions structurelles. Christianisme versus islam, mais aussi symétriquement civilisation versus barbarie, liberté versus esclavage, etc. Alors évidemment, le caractère essentialisant et manichéen de ce schéma nous dérange et nous aimerions bien le voir battu en brèche, mais il faut bien reconnaître qu'il est en tout cas présent, je dirais majoritairement présent dans l'itinéraire. Et on le retrouve lorsqu'il est question des rencontres réelles. Je voudrais commenter ici 2 moments où Chateaubriand rencontre des Bédouins lors de son séjour en Terre Sainte. Le premier est celui de l'épisode où il parle d'Abou Ghosh, un cheikh bédouin établi près du village de Jérémie et qui contrôlait le point de passage obligé des pèlerins ayant débarqué à Jaffa pour se rendre à Jérusalem. Ce cheikh exigeait un tribut de la part des pèlerins conformément à une pratique ancestrale. Sa famille, originaire du Caucase, était installée depuis le XVIe siècle en Palestine. En échange de quoi, il leur assurait aux voyageurs l'hospitalité et une protection dans leur parcours. Mais il inspirait aussi la méfiance, et à tout moment, cet allié théorique pouvait se transformer en ennemi. En tout cas, du point de vue de Chateaubriand, qui précisait dans l'itinéraire « Nous gardions toujours la robe et la contenance de pauvres pèlerins latins, mais nous étions armés sous nos habits ». Cette crainte pousse d'ailleurs Chateaubriand à revêtir, en revenant de la mer Morte, le costume bédouin, non par goût du costume orientalisant, du travestissement, comme on le trouvera chez nombre de voyageurs ultérieurs, par exemple chez Nerval, mais bien pour tenter de décourager toute velléité d'agression de la part des tribus nomades supposément hostiles. Le paradoxe est que ce sont précisément des Bédouins qui accompagnent traditionnellement les voyageurs lorsqu'ils traversent le désert. Mais rien n'y fait. La peur diffuse d'une agression est, chez Chateaubriand, la plus forte. Le deuxième épisode de l'itinéraire que je voudrais examiner est celui où le narrateur décrit des Bédouins de Judée. Une apparente ambivalence permet dans un premier temps de faire croire à une représentation non antagoniste, voire à un éloge du regard singulièrement doux, comme écrit Chateaubriand, des Arabes nomades. Mais le portrait se poursuit de manière à en inverser le sens. Je le cite, « Rien n'annoncerait chez eux le sauvage s'ils n'avaient toujours la bouche fermée. » Pardon, s'ils avaient, rien n'annoncerait chez eux le sauvage s'ils avaient toujours la bouche fermée. Mais aussitôt qu'ils viennent à parler, on entend une langue bruyante et fortement aspirée. On aperçoit de longues dents éblouissantes de blancheur, comme celles des chacals et des onces. C'est donc l'opposition traditionnelle entre apparence et vérité, réalité, être, n'est-ce pas, qui est ici sollicitée pour construire la figure des Bédouins hostiles. Leur animalisation est également une technique rhétorique classique et on ajoute que les comparaisons évoquent des prédateurs sauvages. L'once,
qui n'est pas un animal bien courant et dont le terme n'est pas non plus très couramment employé, étant une variété de panthère. Il n'y a pas jusqu'à la langue arabe qui dérange Chateaubriand, lequel semble rejoindre sur ce point, mais sur ce point seulement, une page célèbre du voyage en Syrie et en Égypte de Volney, où le jeune voyageur, proche du milieu des idéologues, sur lequel on reviendra, décrivait en débarquant à Alexandrie en 1783 un véritable choc culturel, la confrontation avec une altérité radicale, se manifestant notamment à travers le sentiment d'être accueilli par une langue au son barbare et à l'accent âcre et guttural. Quant aux bédouines, alors il y a peu, le mythe bédouin est un mythe essentiellement masculin, mais enfin il y a aussi des bédouines. Le narrateur de l'itinéraire ne les épargne pas non plus. Si elles ne relèvent pas directement du paradigme de la sauvagerie, leur apparente beauté est bien sûr trompeuse. Ces belles statues, écrit-il, sont souvent drapées avec des lambeaux. L'air de misère, de saleté et de souffrance dégrade ces formes si pures. Un teint cuivré cache la régularité des traits. En un mot, pour voir ces femmes telles que je viens de les peindre, et si on se reporte à quelques lignes plus haut, il les peignait ainsi, par la régularité de leurs traits, la beauté de leur forme et la disposition de leur voile, elles rappellent un peu les prêtresses et les muses. Et donc, si on, disait-il, pour les voir comme je viens de les peindre, il faut les contempler d'un peu loin, se contenter de l'ensemble et ne pas entrer dans les détails. Or, Chateaubriand, il le répète à plusieurs reprises dans l'itinéraire, est pour peindre les choses comme elles sont. Autrement dit, il est pour une poétique réaliste. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il dit qu'il veut faire. Se méfiant de toute forme de rousseauisme, il affirme ne pas vouloir se laisser piéger par un imaginaire idéalisant. Au mythe du bon sauvage, il oppose donc sa vision des Arabes comme des êtres dégradés, c'est-à-dire ayant régressé dans l'échelle de la civilisation à laquelle lui croit, contrairement à Rousseau. Voir de loin, voir de près. Ce double regard qui conduit à construire à partir de la même figure des portraits opposés est sans doute révélateur d'une certaine ambivalence chez Chateaubriand. Disons qu'il y a une sorte de tremblement intéressant. Mais la tentation est forte pour lui de réduire cette ambivalence à l'un de ses termes. Et il est clair que le portrait dit réaliste des Bédouins n'en a que le nom, et qu'il est tout aussi subjectif, en tout cas, que son pendant idéaliste. Héritier de l'image négative des Arabes nomades promus par les pèlerins médiévaux, Chateaubriand réactive un imaginaire ancien qui n'est mis en cause qu'à de rares moments dans l'itinéraire. Ainsi, dans le chapitre consacré à l'Égypte, où le narrateur relaie le récit que lui fit un mamelouk français, c'est-à-dire un ancien soldat de Bonaparte s'étant mis au service du pacha. Il me contait, écrit Chateaubriand, que quand il se trouvait seul dans les sables, il lui prenait des transports de joie dont il n'était plus le maître. Cette petite phrase sera notée par le jeune Flaubert, qui la reprendra à son tour. On trouve ça dans ses carnets de jeunesse. Malgré ce moment d'enthousiasme, il faut remarquer que Chateaubriand se garde bien de s'identifier trop ouvertement à ce personnage hybride qui s'appelle Abdallah de Toulouse. Le nom lui-même, évidemment, marque cette hybridité dont il se contente, Chateaubriand, de relayer le sentiment d'euphorie au désert. Il n'est pas interdit de lire ici une fascination oblique, mais cette fascination, on le sent, dérange Chateaubriand lui-même et elle est très certainement dans son esprit destinée à rester non avouée aux yeux de l'auteur du génie du christianisme qu'il reste et que l'itinéraire de Paris à Jérusalem, d'une certaine façon, est censé aussi illustrer. J'en viens à ma deuxième partie, que j'ai intitulé « Le renversement d'une image, reconfigurer les frontières ». Alors Chateaubriand est bien sûr un avatar tardif de l'imaginaire qu'on pourrait dire bédouinophobe. En réalité, la naissance d'une bédouinophilie remonte à plus d'un siècle avant lui.
La figure la plus marquante de ce point de vue est celle du Marseillais Laurent d'Arvieux, 1635-1702, dont le voyage dans la Palestine vers le grand émir, chef des princes arabes du désert, connu sous le nom de Bédouin ou d'Arabe sénite, j'abrège ce titre déjà très long, paraît de manière posthume en 1717. On lit dans ce titre de manière précoce, c'est sans doute le premier titre où le mot « bédouin » apparaît. Mais vous avez remarqué que ce mot apparaît aussi, qu'il coexiste avec le terme plus courant d'arabe, et même, plus courant à cette époque, d'arabe, et même avec l'appellation ancienne d'arabe sénite, c'est-à-dire vivant sous tente, du grec skéné. On est bien dans une période de transition où un savoir ancien, surtout livresque, a encore cours, y compris chez les voyageurs, tout en étant concurrencé par une terminologie plus moderne et même par une prise en compte d'un mot translittéré de l'arabe pour désigner spécifiquement les Bédouins. On observe aussi que le syntagme « vers le grand émir » personnalise immédiatement ce récit de voyage, qui se donne pour but, non pas, comme chez Chateaubriand, la ville sainte, itinéraire de Paris à Jérusalem, mais à l'intérieur de la Palestine, une tribu bédouine et son émir, ou un ensemble de tribus bédouines et son émir, auprès de qui le voyageur provençal séjourna assez longuement, semble-t-il. Le récit de Laurent d'Arvieux fut ensuite repris avec des variantes pour être intégré à ses mémoires publiés par le dominicain Jean-Baptiste Labat en 1735, et c'est à cette édition que je me réfère. Une thèse récemment publiée, celle de Vanezia Parlea aux éditions littéraires et linguistiques de l'Université de Grenoble, dans la collection Vers l'Orient, fait le point sur ce personnage étonnant qui vécut de longues années en Orient, d'abord à Smyrne, aujourd'hui Izmir, sur la côte orientale de la Turquie, puis en Syrie, où il fut consul, longuement, beaucoup plus longtemps qu'on ne peut l'être aujourd'hui, avant d'être envoyé à Constantinople, puis à Tunis, à Alger et enfin à Alep. On sait que d'Arvieux fournit à Molière des détails de costumes pour ses turqueries, et donc, en général, s'il est connu des historiens de la littérature, c'est uniquement par ce tout petit aspect-là, dans la célèbre scène du bourgeois gentilhomme. Mais au-delà de ce qui peut apparaître rétrospectivement comme une contribution à une manifestation précoce d'exotisme, fût-ce avec une dimension parodique, d'Arvieux fut d'abord un extraordinaire intermédiaire culturel. Ayant appris l'arabe, mais aussi le turc et le persan, parmi d'autres langues orientales, il reste comme un voyageur extrêmement curieux qui pratiqua la méthode de l'immersion parmi les populations locales, comme le feront bien plus tard un certain nombre d'anthropologues. Surtout, il tenta de résister à la vision que nous dirions eurocentrique et ethnocentrique qui dominait de son temps, pour donner un portrait largement favorable des Bédouins, dont Volney d'ailleurs se souviendra quelques années avant la Révolution française. D'Arvieux insiste beaucoup, et il est l'un des tout premiers à le faire, sur l'hospitalité nomade. Conscient de l'incrédulité qu'il pouvait susciter chez ses lecteurs, nourri par le cliché séculaire du bédouin pillard, il développe une argumentation prudente qui, sans nier le vol chez les Arabes nomades, en relativise la portée pour montrer que cette pratique peut parfaitement coexister avec le rituel sacré de l'accueil de l'étranger. Je le cite. « Ceux qui n'ont vu les Arabes de France que sur les grands chemins, ou qui ne les connaissent que par le rapport qu'on leur fait de leurs courses ou de leurs pillages, ont peine à se persuader qu'il y ait chez eux de la bonne foi, de la fidélité, de l'hospitalité. Rien pourtant n'est plus vrai. Les Arabes s'excusent de leur brigandage en disant que c'est la seule chose qui leur reste après avoir été chassés de leur pays. » C'est une allusion à l'épisode biblique d'Agar, la servante égyptienne d'Abraham, exilée au désert avec son fils Ismaël, dont les Arabes seraient censés descendre, alors que l'épouse, Sarah, elle, a épousé Isaac, dont seraient descendus les Juifs.
Aussi bien se contentent-ils donc, les Bédouins, des marchandises et des hardes de ceux qui tombent entre leurs mains, et ils ne leur font aucun mauvais traitement, à moins qu'on ne se défende opiniâtrement et qu'on ne les blesse. Le premier arabe qui aperçoit l'étranger qui vient au village ou au camp ne manque pas d'aller au-devant de lui. La civilité oblige à mettre pied à terre. On s'embrasse comme si on se connaissait depuis longtemps, on se baise réciproquement la barbe et on écoute les compliments que l'on fait, etc. Ce portrait n'est pas dépourvu d'humour, comme le montre encore plus clairement un passage ultérieur. Ils, donc les Bédouins, laissent assez souvent les caleçons ou la chemise, quand, après s'être dépouillés de bonne grâce, on les prie de ne pas vous renvoyer tout nus. Ils vous rendent aussi vos papiers et les autres choses dont ils n'ont pas besoin, et presque toujours votre monture. Au fond, les Bédouins volent par nécessité, contraints en cela par la pauvreté. En contrepartie, ils ne prennent que ce dont ils ont vraiment besoin et ils se montrent réellement généreux, à l'inverse de ce qui se produit au même moment dans nos hôtelleries d'Europe qui écorchent les voyageurs, comme dit Darvieux. Vous voyez le côté contre-modèle. On retrouvera ce même type de considération chez Niebuhr, un voyageur danois, célèbre pour être le seul à être revenu vivant d'une expédition scientifique en Arabie dans les années 1760 et qui écrit à propos des Bédouins dans sa description de l'Arabie. Alors il écrit en allemand, mais c'est très vite traduit en français. Ils sont même hospitaliers et officieux envers ceux qu'ils ont dépouillés. Ils leur rendent quelques vivres et quelques vieux habits. Ils vont même jusqu'à les accompagner dans leur voyage, crainte qu'ils ne périssent dans le désert. Ces habitants du désert sont au fond des voleurs fort civils. Et en cela, on voit bien qu'ils constituent non tant une variante du bon sauvage qu'une société autre qui témoigne de marques de civilisation malgré leurs mœurs guerrières, qu'au fond, qui ne sont pas contestées. Les combats entre tribus, la pratique de la razzia, les joutes festives, etc. Un autre aspect du primitivisme de ce mythe est la représentation des Bédouins comme société naturellement égalitaire. On trouve cela par exemple chez Volney, dont je vous ai déjà parlé. Volney, c'est un nom de plume, c'est un mot valise. Il faut entendre Voltaire, Voltaire et Ferney. C'est un hommage au patriarche de Ferney. Au chapitre 23 de son voyage en Syrie et en Égypte, qui date de 1787, on trouve toute une partie consacrée aux Arabes bédouins. Arabes, trait d'union, bédouins. Vous voyez, il conserve le terme d'arabe, mais déjà le terme de bédouin est installé dans la langue. Et on lit par exemple ceci. À voir la manière dont en usent les Arabes entre eux, on croirait qu'ils vivent en communauté de biens. Communauté de biens. Cependant, ils connaissent la propriété, mais elle n'a point chez eux cette dureté que l'extension des faux besoins du luxe lui a donné chez les peuples agricoles. On pourra dire qu'ils doivent cette modération à l'impossibilité de multiplier beaucoup leurs jouissances. Mais si les vertus de la foule des hommes ne sont dues qu'à la nécessité des circonstances, peut-être les Arabes n'en sont-ils pas moins dignes d'estime. Ils sont du moins heureux que cette nécessité établisse chez eux un état de choses qui a paru aux plus sages législateurs la perfection de la police. Je veux dire une sorte d'égalité ou de rapprochement dans le partage des biens et l'ordre des conditions. Alors la notion d'égalité devant la loi remonte à Solon, c'est-à-dire à un législateur grec du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est possible que Volney y pense, mais il doit penser aussi à quelqu'un de plus proche, c'est-à-dire à Rousseau, qui fut d'ailleurs lui-même très marqué par un certain nombre de figures et de modèles antiques dont il s'inspira dans l'ensemble de son œuvre. Dès le discours sur l'origine de l'inégalité, donc dès 1755, Rousseau rêve à une société primitive gouvernée par la loi naturelle et où l'absence de propriété serait garante de la bonne entente. La propriété, pense Rousseau, engendre l'envie, suscite la corruption, et elle est par conséquent un facteur de division sociale. Elle fait prévaloir les intérêts particuliers sur l'intérêt général et à ce titre, il faut préférer une société où les hommes vivent dans une pauvreté heureuse à une société où la richesse conduit non pas à la satisfaction des besoins individuels, mais au contraire à leur malheur.
On connaît cette logique paradoxale qui séduisit nombre de voyageurs du XVIIIe siècle ayant cru reconnaître dans telle ou telle communauté étrangère, et pas seulement au désert, une incarnation de ce modèle rousseauiste. Même Volney, qui pense voir l'Orient de manière tout à fait objective, est à l'évidence marqué par Rousseau, du moins dans les pages qu'il consacre aux Bédouins de Syrie. Et il y a certainement, au moins implicitement, une critique politique du système de la monarchie absolue dans cet éloge d'une société égalitaire que la Révolution française tentera d'établir. D'ailleurs, on retrouvera chez des voyageurs ultérieurs ayant intériorisé les valeurs révolutionnaires la même insistance sur l'égalitarisme de la société des Arabes nomades. C'est le cas chez Dubois-Aimé, par exemple, un des collaborateurs de la fameuse Description de l'Égypte, qui, dans un long mémoire sur les tribus arabes des déserts de l'Égypte, c'est au tome 1, paru en 1809, va jusqu'à faire de l'égalité supposée de la taille des Bédouins le signe d'une égalité de leurs conditions. D'autres remarquent que lorsqu'un cheikh est assis, comme dans l'illustration que j'ai choisie pour la couverture de mon livre, qui est donc un tableau d'Horace Vernet, qui date de 1833, à la suite d'un voyage en Algérie qu'il a fait, eh bien, d'autres remarquent donc que lorsqu'un cheikh est assis, il est sur le même plan que le reste de la tribu. Et nombre de voyageurs y lisent la traduction d'une pensée foncièrement égalitaire. Bien entendu, le cheikh reste un chef bédouin, c'est-à-dire tout de même une figure paternelle, mais dans la tradition rousseauiste qui imprègne fortement cet imaginaire orientaliste, Rousseau, mais on pourrait citer aussi Diderot, il s'agit d'un père bienveillant, aimé de ses sujets, dans la mesure même où il se comporte avec justice et équité. À l'opposé du despote ottoman, autre grand mythe du XVIIIe siècle, le cheikh bédouin vit de manière simple, comme le montre par exemple Przewódzki, qu'on écrit RZ, mais qu'on prononce Przewódzki, un noble polonais qui fit de longs séjours au désert pendant près de 2 ans, entre 1818 et 1819, que ce soit en Arabie ou en Syrie. Neveu du grand Potocki, l'auteur du manuscrit trouvé à Saragosse, Wacław Przewódzki rapporta dans son pays des dizaines de chevaux arabes destinés à repeupler les haras vidés par les guerres de l'Empire. Il laissa aussi un manuscrit écrit en français, édité seulement récemment, bien que de manière partielle malheureusement, et qui portait à l'origine le titre de « Sur les chevaux orientaux et provenant des races orientales ». Toute la deuxième partie de ce manuscrit, composé de 3 tomes, est consacrée à la vie des Bédouins, que Przewódzki peint comme une société vivant selon des mœurs simples et pures, conformément à l'état de nature dans lequel ils sont censés vivre. On retrouve ainsi chez Przewódzki la dimension égalitaire du mythe bédouin, par exemple lorsqu'il raconte une anecdote à propos de Mehana Abou Nasser, cheikh bédouin régnant sur Palmyre, qui se serait assis par terre devant le pacha de Damas, se comportant ainsi avec une simplicité naïve qui apparaît dans un premier temps comme une provocation pour son hôte turc. C'est pourtant en persistant dans cette franchise naturelle qu'il parviendra à retourner la situation à son avantage, l'histoire se terminant de manière très symbolique par le don que fait le cheikh Mehana à des Bédouins de passage de toutes les polices que venait de lui offrir le pacha. Le mythe bédouin est d'abord un mythe profondément libertaire. Sur ce plan-là également, Przewódzki n'a pas de mal à trouver en Rousseau, une fois encore, un fondement théorique. Le Bédouin est né libre et toutes les circonstances de sa vie fortifient en lui cette liberté naturelle, écrit le voyageur polonais, qui fait ainsi écho implicitement, mais de manière transparente, à la célèbre phrase qui ouvre le contrat social « L'homme est né libre », mais la suite évidemment est différente, et partout, il est dans les fers. Partout ? Pas tout à fait, répondent les voyageurs rousseauistes qui s'engagent dans le désert. Précisément parce qu'ils échappent aux espaces urbanisés et en particulier aux villes, sources de corruption, pour Rousseau, les Bédouins apparaissent comme les dépositaires d'un monde de vie ancestral qui n'aurait pas été affecté par les transformations de l'histoire,
ne dépendant que de leurs propres vertus, parmi lesquelles le courage guerrier et une éducation à la dure, qui sont fortement valorisées, et vous devinez là encore une forme de rousseauisme. Et Rousseau lui-même s'appuyait sur une vision idéalisée de la Sparte antique, donc il y a des modèles en tiroir dans cette affaire. Les Bédouins de Przewódzki sont du même coup disponibles pour devenir un modèle de résistance politique. Et c'est exactement ce qui se passera après sa mort, lorsqu'il deviendra une sorte de légende dans son propre pays, à savoir une Pologne provisoirement disparue de la carte au XIXe siècle. S'étant fait connaître sous le nom d'Emir Tadj el-Faher, c'est le surnom qu'il s'était donné, ce Polonais qui était allé jusqu'à se construire une identité de bédouin devint un symbole de la résistance polonaise à l'occupation russe. Et on voit cela, par exemple, dans une ballade du poète romantique polonais Słowacki, qui imagine que Przewódzki, poursuivi par les mercenaires du tsar, retourne en Orient pour rester toujours libre. Si le mythe bédouin, dont on voit qu'il comporte une dimension européenne, donna lieu à une utilisation idéologique, il contribua aussi à élaborer, pour certains écrivains, une mythologie personnelle qui fait de la traversée des frontières une forme de transgression intérieure. Flaubert fait ainsi du bédouin une figure de la liberté nomade qui incarne, comme le rappelle Anne Herschberg-Pierrot, un modèle de fierté solitaire et de liberté face à l'ordre social. Elle cite ainsi dans son édition du Dictionnaire des idées reçues cette lettre à Louise Collet, datant du 23 janvier 1854, donc après le retour d'Orient de Flaubert. « Je ne veux faire partie de rien, n'être membre d'aucune académie, d'aucune corporation, ni association quelconque. Je hais le troupeau, la règle et le niveau. Bédouin tant qu'il vous plaira, citoyen jamais. » Voilà au moins qui est clair. Et voilà qui est très différent du mythe bédouin à composante révolutionnaire. On retrouvera ce type de protestation violente qui a quelque chose de la profession de foi d'un anarchiste individualiste lorsque Flaubert écrit, au moment de la publication de Madame Bovary à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, une lectrice enthousiaste, « Moi j'exècre tout ce qui est obligatoire, toute loi, tout gouvernement, toute règle. Qui êtes-vous donc, ô société, pour me forcer à quoi que ce soit ? Quel Dieu vous a fait mon maître ? J'aime mieux le désert. Je retourne chez les Bédouins qui sont libres. » Le mythe bédouin qui fait ici retour sur la France de manière critique permet ainsi à Flaubert de revendiquer son propre idéal libertaire, individualiste, antisocial si vous voulez, dans un geste de défi à tous les interdits bourgeois. Troisième et dernière partie que j'ai intitulée « Entrer dans le cercle des Bédouins ». Variation sur une même scène, donc. L'un des éléments qui révèle le mieux la naissance du mythe bédouin est le désir exprimé par les voyageurs de rester au désert. Ce rêve est destiné à rester irréalisé à l'époque qui nous occupe, mais il n'en est pas moins le symptôme d'une nouvelle attitude face à l'altérité nomade. Le chevalier d'Arvieux est une fois encore un précurseur en ce domaine. Non content de remettre en cause une image stéréotypée négative, on se trompe grossièrement quand on prend les Arabes pour des gens impolis, grossiers, brutaux, injustes, violents, sans fidélité, sans sentiment. Il s'investit lui-même en se donnant à voir comme un voyageur immergé dans une société dont il veut partager le mode de vie et les rituels, au point d'apparaître aux yeux de l'émir dont il est l'hôte comme un véritable bédouin. Et la conséquence de ce jugement ne se fait pas attendre. L'émir, me demanda si je m'accoutumais à leur manière, et lui ayant répondu qu'elle me plaisait infiniment, « Demeurez donc avec nous, me dit-il, vous y serez aimé et estimé. » Alors, il n'est bien sûr pas possible de savoir dans quelle mesure ces paroles sont authentiques. Par ailleurs, on voit bien qu'en les mettant dans la bouche d'un chef bédouin, Darvieux contribue à crédibiliser son propre autoportrait. Quoi qu'il en soit, il semble clair que cette expérience de bédouinisation du voyageur français fut lue au XVIIIe siècle comme vraisemblable.
et c'est le seul récit viatique d'ailleurs auquel se réfère Nibour, dont je vous ai déjà parlé, dans sa description de l'Arabie. Et il est clair également qu'elle marque le début d'une véritable tentation de passer de l'autre côté du miroir, si vous voulez. Volney s'en souviendra lorsqu'il écrira dans son propre voyage en Syrie et en Égypte « Pourquoi, me disait ce cheikh, veux-tu retourner chez les Francs ?» C'est le terme employé à l'époque pour désigner les Européens. « Puisque tu n'as pas d'aversion pour nos mœurs, puisque tu sais porter la lance et courir un cheval comme un bédouin, reste parmi nous. Nous te donnerons des pelisses, une tente, une honnête et jeune bédouine et une bonne jument de race. » Voilà. Donc vous retrouvez la même phrase, mais cette fois-ci plus développée, avec des dons plus importants et plus alléchants. On entendra encore à l'époque romantique des échos de cet appel de l'ailleurs, non sans quelques variantes significatives. Hugo en procure une version donjuanesque avec « Adieu de l'hôtesse arabe », c'est le 24e poème des Orientales, où une bédouine tente vainement de retenir un voyageur occidental. Et elle lui dit ceci, « Si tu ne reviens pas, je songe un peu quelquefois aux filles du désert, sœurs à la douce voix qui dansent pieds nus sur la dune, ô beau jeune homme blanc, bel oiseau passager, souviens-toi car peut-être, ô rapide étranger, ton souvenir reste à plus d'une. » Quant à Lamartine, sur lequel on reviendra, c'est lui-même qui émet l'hypothèse de rester au désert, mais sur le mode irréel et dans une perspective clairement spirituelle cette fois-ci. Ils sont tout à fait contemporains et tout à fait opposés de ce point de vue-là. Lamartine écrit ceci, « Combien j'aimerais cette vie nomade sous un pareil ciel, si l'on pouvait conduire avec soi tous ceux qu'on aime et qu'on regrette sur la terre. Je voudrais que la vie fût un voyage sans fin, comme celui-ci, et si je ne tenais à l'Europe par des affections, je la continuerais tant que mes forces et ma fortune le comporteraient. » Le mythe bédouin s'inscrit ici plus largement dans le cadre d'une réécriture du topos de l'Homo viator qu'on a déjà rencontré. Il n'est pas indifférent, bien sûr, que cette rêverie nomadisante ait lieu lorsque l'auteur du Voyage en Orient se trouve à Ramla, c'est-à-dire en Terre Sainte. Mais revenons au lien entre la représentation des Bédouins et la traversée des frontières. L'une des scènes qu'on peut qualifier de topique est celle qui fait voir les Bédouins assis en cercle, rassemblés autour d'un compteur, comme sur le tableau d'Horace Vernet que vous pouvez voir, qui porte plusieurs titres, mais donc ce tableau, celui-ci, est à la Wallace Collection à Londres et il est intitulé « Le compteur arabe ». Cette image donc du cercle est évidemment capitale. D'une certaine façon, ce que je suis en train de faire, c'est une sorte de petit hommage aussi aux Métamorphoses du cercle de Georges Poulet. Elle renvoie à l'idée très ancienne d'un monde clos et harmonieux, en l'occurrence celle de la société des Arabes qui se déplacent, mais qui, ce faisant, n'en maintiennent pas moins leur cohésion par un certain nombre de rituels. Le moment de la récitation poétique au désert est l'un de ceux que les voyageurs privilégient, sans doute parce qu'il constitue une projection, consciente ou inconsciente, de la figure de l'écrivain lui-même. Certes, les Bédouins incarnent une littérature orale, mais ce faisant, ils présentent une image idéalisante de la transmission, le conteur ayant un lien direct avec ses auditeurs. Un écrivain peut-il rêver mieux que cette proximité à la fois spatiale et spirituelle que constitue cette scène d'une petite société soudée, écoutant avec passion un conteur arabe. Volney est sans doute le premier à donner véritablement corps à cette image en se faisant le relais d'une histoire bédouine dans le genre des Mille et une nuits, écrit-il. Le soir, ils s'asseyent à terre, à la porte des tentes, ou sous leur couvert s'il fait froid, et là, rangés en cercle autour d'un petit feu de fiente, la pipe à la bouche et les jambes croisées, ils commencent d'abord par rêver en silence, puis à l'improviste, quelqu'un débute par « Il y avait autant passé », et il continue jusqu'à la fin, les aventures d'un cheikh et d'une jeune bédouine. Suit l'histoire elle-même, qui est celle d'un bédouin qui se consume d'amour pour sa belle, dont le corps est décrit avec une rhétorique fleurie, destinée clairement à imiter le langage riche en comparaison de la poésie arabe.
Et Volney donc écrit: il dépeint, le cheikh, le conteur arabe, il dépeint trait par trait la jeune beauté, vante ses yeux noirs, grands et doux comme ceux d'une gazelle, son regard mélancolique et passionné, ses sourcils courbés comme deux arcs d'ébène, sa taille droite et souple comme une lance. Il nommait ni sa démarche légère comme celle du jeune Pouline, etc., ni sa gorge semblable à un couple de grenades, ni ses paroles douces comme du miel. Bon, longue comparaison qui dure une page. Ainsi, le très rationnel Volney, qui assurait à la fin de sa préface que le genre des voyages appartenait à l'histoire et non au roman, cède parfois à la tentation de la fiction orientalisante, inspirée par la célèbre traduction des Contes des Mille et Une Nuits faite par Antoine Galland au début du XVIIIe siècle. Chateaubriand reprendra à son tour cette scène dans les pages de l'itinéraire qu'il consacre aux Bédouins de Judée, malgré ce que j'ai appelé sa bédouinophobie. Il y a des moments qui échappent parfois à cette vision négative. Et donc voici ce qu'écrit Chateaubriand. « Tout ce qu'on dit de la passion des Arabes pour les contes est vrai, et j'en vais citer un exemple. Pendant la nuit que nous venions de passer sur la grève de la mer Morte, nos Bethléemites, c'est-à-dire des Arabes qui l'accompagnent et qui sont probablement des Arabes convertis au christianisme, nos Bethléemites étaient assis autour de leur bûcher, leurs fusils couchés à terre et à leurs côtés, les chevaux attachés à des piquets, formant un second cercle en dehors. Après avoir bu le café et parlé beaucoup ensemble, ces Arabes tombèrent dans le silence, à l'exception du cheikh. Je voyais, à la lueur du feu, ses gestes expressifs, sa barbe noire, ses dents blanches, les diverses formes qu'il donnait à son vêtement en continuant son récit. Ses compagnons l'écoutaient dans une attention profonde, tous penchés en avant, le visage sur la flamme, tantôt poussant un cri d'admiration, tantôt répétant avec emphase les gestes du conteur. Quelques têtes de chevaux qui s'avançaient au-dessus de la troupe et qui se dessinaient dans l'ombre achevaient de donner à ce tableau le caractère le plus pittoresque. Trois éléments nouveaux peuvent être mis en évidence dans cette réécriture de la scène volneyenne. Il y a d'abord le dédoublement du cercle des Bédouins, eux-mêmes entourés par leurs chevaux qui semblent participer du groupe des auditeurs. On notera d'autre part l'insistance sur les réactions de ceux-ci, qui redoublent la parole poétique dans une circularité active qui induit un climat d'émulation réciproque. Enfin, il faut remarquer l'apparition du « je », ce qui n'a rien d'étonnant évidemment chez Chateaubriand, qui oriente le genre viatique vers l'autobiographie. Le narrateur, dont le regard guide celui du lecteur, est aux portes du monde bédouin, qu'il se garde de franchir, mais qu'il contemple néanmoins avec une évidente fascination dans ce tableau à caractère exotisant qui est rare dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Cette même scène est à nouveau reprise par Lamartine qui, lui, donne cette fois-ci une ampleur plus importante encore en entrant imaginairement dans la logique narrative des Bédouins. Ceux-ci récitent des poèmes d'Antar, figure épique renvoyant au 1er siècle de l'islam dont on commençait à découvrir l'immense épopée, traduite d'abord de l'anglais, c'est-à-dire en anglais, mais de l'anglais en français, à la même époque, et dont l'auteur du Voyage en Orient a lui-même inséré dans son texte quelques fragments. Voici le passage en question alors que le voyageur se trouve dans les alentours de Jérusalem. « Combien d'autres fois encore n'ai-je pas vu des groupes de mes Arabes, accroupis le soir autour du feu de mon bivouac, tendre le cou, prêter l'oreille, diriger leur regard de feu vers un de leurs compagnons qui leur récitait quelques passages de ces admirables poésies, tandis qu'un nuage de fumée s'élevant de leurs pipes formait au-dessus de leur tête l'atmosphère fantastique des songes, et que nos chevaux, la tête penchée sur eux, semblaient eux-mêmes attentifs à la voix monotone de leur maître. Je m'asseyais non loin du cercle, et j'écoutais aussi, bien que je ne comprisse pas. Mais je comprenais le son de la voix, le jeu des physionomies, les frémissements des auditeurs. L'imagination dépassant toujours la réalité,
Je croyais comprendre la poésie primitive et patriarcale du désert. Je voyais le chameau, le cheval, la gazelle. Je voyais l'oasis dressant ses têtes de palmiers d'un vert jaune au-dessus des dunes immenses de sable rouge, les combats des guerriers et les jeunes beautés arabes enlevées et reprises parmi la mêlée et reconnaissant leurs amants dans leurs libérateurs, etc. À l'évidence, nous sommes toujours dans une variation de la même scène de Volney, déjà reprise par Chateaubriand. Et ces reprises, n'est-ce pas, multiples, ne sont d'ailleurs pas pour nous surprendre, l'intertextualité étant l'une des caractéristiques majeures dans le genre des voyages, que ce soit d'ailleurs sous la forme de pillages, de citations ou de réécritures diverses. La figure du cercle des Bédouins est toujours celle qui structure la description, mais là encore, on assiste à un phénomène d'intensification, comme si le groupe des Arabes nomades attirait irrésistiblement le voyageur, assis non loin de ce cercle. Observons d'abord que cette scène est démultipliée, comme pour lui donner à la fois plus de poids et de crédibilité. Combien d'autres fois n'ai-je pas vu le groupe de mes Arabes? Mais surtout, et alors même que le narrateur avoue ne pas comprendre ce qui est dit, et il n'est pas seul évidemment, l'immense majorité des voyageurs en Orient du XIXe siècle ne sait pas l'arabe, eh bien malgré cela, il imagine ce que disent les Bédouins dans une sorte de rêverie hallucinatoire, qui est en réalité une manière de prendre soi-même en charge le contenu et la parole de l'épopée bédouine. On passe ainsi de la poésie arabe à la prose française, du récit oriental au récit orientalisant, et enfin du « il » au « je ». Dans un geste d'identification révélateur, le narrateur voyageur, vous voyez les rapports que cette figure entretient avec les Bédouins, qui sont celles évidemment du nomadisme, mais qui vont bien au-delà du déplacement, le narrateur voyageur devient lui-même, l'espace d'une page, un conteur arabe, c'est-à-dire un centre qui relie à soi tous les points de sa circonférence. Véritable rêve de captation du public par la puissance de la parole poétique. Il se trouve que cette auto-représentation de Lamartine en bédouin se trouvait déjà annoncée dans un épisode particulièrement spectaculaire du voyage en Orient, à savoir celui de la rencontre entre le poète français et Lady Stanhope, nièce du parlementaire anglais William Pitt, qui s'était établie depuis les années 1820 à Djoun, un village de la montagne libanaise où elle mourra en 1839. Lamartine la rencontre donc en 1832, à la suite d'autres voyageurs européens attirés par sa réputation de prophétesse. On ne peut pas rendre compte dans le détail de cet épisode assez long qui commence par une ascension à caractère manifestement initiatique et qui se termine par un salut où le narrateur porte la main à son corps, à son cœur, à la manière des Arabes, écrit-il. Rappelons simplement que cette femme excentrique s'habillait elle-même en homme et à l'orientale, portant volontiers un turban censé évoquer l'apparence d'un cheikh. La légende dit qu'elle s'était fait couronner reine de Palmyre, ce que rien n'atteste, si ce n'est qu'elle est effectivement allée sur ce site. Quoi qu'il en soit, Lamartine discute longuement avec elle, avouant tout à la fois son rationalisme chrétien et son attente d'un second Messie, ce qui suffisait évidemment à le faire apparaître aux yeux de l'Église dans une position hétérodoxe. Mais voici ce qu'elle aurait dit à son visiteur français. « Vous retournerez dans l'Occident, mais vous ne tarderez pas beaucoup à revenir en Orient. C'est votre patrie. » C'est du moins, lui dis-je, la patrie de mon imagination. « Ne riez pas, reprit-elle, c'est votre patrie véritable, c'est la patrie de vos pères. J'en suis sûre maintenant, regardez votre pied. Voyez, le coup de pied est très élevé. Il y a entre votre talon et vos doigts, quand votre pied est à terre, un espace suffisant pour que l'eau y passe sans vous mouiller. C'est le pied de l'Arabe, c'est le pied de l'Orient. Vous êtes un fils de ces climats et nous approchons du jour où chacun rentrera dans la terre de ses pères. » Alors le narrateur se trouve ainsi arabisé par Lady Stanhope en une identité imaginaire qu'il semble d'ailleurs parfaitement assumer. Mais comment faut-il entendre le substantif arabe ? Même si la chose n'est pas précisée, il est assez probable qu'il faille comprendre le terme au sens de bédouin,
comme c'est souvent le cas encore à l'époque. En tout cas, ce coup de pied élevé paraît hautement symbolique. Il est comme une arche, un pont qui relie deux rives, de la même façon que Lamartine se veut clairement un trait d'union entre Orient et Occident. Rien ne prouve que ce dialogue avec Lady Stanhope ait véritablement eu lieu et on peut même imaginer qu'il ait été inventé de toutes pièces par le narrateur du voyage en Orient pour apparaître à son retour en France comme une sorte d'homme providentiel, à la fois connaisseur de la question d'Orient et désireux de jouer un rôle dans l'inévitable rapprochement de ces deux parties du monde qu'il pronostique. Mais quoi qu'il en soit, il est certain que la figure du Bédouin fut pour lui à ce moment-là un élément important participant à la construction de la double identité qu'il voulait afficher. D'ailleurs, lorsqu'il est à Beyrouth, où il loue une maison, il rappelle qu'il reçoit de nombreux visiteurs qui, dit-il, vont porter au loin et répandre la réputation de l'émir Frangi. C'est ainsi qu'ils m'ont nommé le prince des Francs, précise-t-il. C'est bien en France que ce dernier ambitionne le pouvoir. Il vient d'ailleurs d'être nommé parlementaire, enfin élu parlementaire. Il l'apprend alors qu'il est encore en Syrie. Donc c'est bien en France qu'il ambitionne le pouvoir, qu'il conquérera finalement en 1848, devenant un éphémère ministre des Affaires étrangères. Mais c'est à travers l'image du nomade arabe qu'il voulut construire ce chemin. Et ça m'intéresse. Ce détour par l'Orient n'est pas anodin. Il est caractéristique d'une génération d'écrivains voyageurs pour qui l'identité française ne se pense qu'en lien avec d'autres peuples et pour qui la notion même de patrie, aussi problématique soit-elle, doit être réévaluée, c'est-à-dire pensée de manière plurielle. Et j'en viens à ma conclusion. On voit que l'orientalisme, dans ce contexte, doit lui-même être pluralisé. À mon sens, il ne faut pas invalider totalement le discours orientaliste du théoricien d'origine palestinienne Edward Said, qui voyait dans le regard occidental sur l'Orient au XVIIIe et XIXe siècle une forme de domination par le savoir, lui-même contaminé par une imagerie stéréotypée justifiant l'impérialisme français et anglais. Pensons au cliché du despote oriental ou du fanatisme musulman. Cliché qui, comme vous le savez, a la vie dure. Mais il faut rappeler qu'il existe aussi d'autres formes d'orientalisme qui complexifient la question, notamment en ce que l'Orient et l'Occident ne sont plus forcément pensés comme des blocs monolithiques, imperméables, opposés. C'est le cas avec ce que j'ai appelé le mythe bédouin, qui comporte lui aussi, bien entendu, sa part d'eurocentrisme, mais qui, à travers le portrait idéalisé de l'arabe nomade, permet de penser l'Orient comme un Occident autre, auquel est renvoyée de manière critique l'image d'une société différente de lui-même, à la fois plus ouverte et plus égalitaire. On se croirait presque dans le débat politique d'aujourd'hui, que je vous sais gré d'ailleurs de ne pas pouvoir écouter, puisque vous êtes là. On a vu d'ailleurs, notamment avec le voyageur polonais Rzewuski, tout ce que ce mythe de la liberté nomade doit aux idées de Rousseau, même si le bédouin idéal n'est pas superposable au bon sauvage. Les conséquences de cet autre orientalisme sont donc différentes de celles du discours orientaliste, auquel on peut reprocher son caractère très déterministe, que Saïd relativisera d'ailleurs lui-même au fil de ses écrits. Ancré dans les valeurs des Lumières, le mythe bédouin oscille entre différentialisme et universalisme. Ainsi, chez Volney, à la veille de la Révolution française, son regard se veut celui d'un observateur désireux de rendre compte du mode de vie spécifique des nomades syriens vivant au désert, mais en même temps, la façon dont il les peint, à savoir comme un peuple sage, équitable et tolérant, appliquant naturellement les idées nouvelles prônées par les philosophes, tout cela contribue à faire des Arabes nomades, non pas des anti-européens, mais des orientaux capables d'offrir à l'Europe un modèle de société bien différent de celui promu par la monarchie absolue et par l'Église catholique sous l'Ancien Régime.
Le mythe bédouin a donc, on l'a compris, une dimension politique, sociale et même religieuse. Mais il comporte aussi une composante plus proprement littéraire, au sens où, à l'époque romantique, la scène topique de la récitation au désert, illustrant la passion des Arabes pour les contes, donne lieu à une identification possible chez un poète en voyage comme Lamartine. Le cercle des Bédouins, métaphore d'une frontière symbolique, constitue un objet de fascination pour nombre de voyageurs qui tenteront de le franchir pour s'immerger véritablement dans une société dont ils finiront parfois par adopter, au moins pour un temps, le mode de vie. J'ai parlé du Polonais Jewuski, mais j'aurais pu également citer son contemporain, l'explorateur bâlois Burckhardt, qui, voyageant pour le compte de l'African Association de Londres, c'est pourquoi tous ses écrits sont en anglais, voyageant donc pour cette African Association, habillé en costume arabe et se faisant appeler Cheikh Ibrahim, parcourut au début du XIXe siècle l'Égypte, la Syrie et l'Arabie, et laissa des Notes on the Bedouins and Wahhabis, publiées de manière posthume en 1830. Traduites en français dès 1835, elles sont utilisées aujourd'hui encore par des anthropologues spécialistes des Bédouins. Ayant appris l'arabe, s'étant converti à l'islam, il est d'ailleurs enterré dans un cimetière musulman du Caire, où il mourut en 1817, Johann Ludwig Burckhardt, que vous pouvez aussi trouver au catalogue de la Bibliothèque nationale de France sous le nom de John Lewis Burckhardt, puisqu'il écrit en anglais, donc un homme à l'identité multiple, au patronyme multiple. Donc John Lewis Burckhardt ou Johann Ludwig Burckhardt est un passeur exemplaire de frontières. Je dis bien passeur, ce qui implique un possible mouvement d'aller et retour, un rôle d'intermédiaire culturel, même si lui est resté en Orient. Tout en se donnant à voir comme un Arabe voyageant au sein du monde oriental, Burckhardt faisait connaître aux lecteurs européens ce que Lamartine appellera un peu plus tard, d'une très belle formule, la civilisation du désert. En partageant la vie de la grande tribu des Anésés, dont il décrit le mode de vie, les rituels, les objets avec une minutie exceptionnelle, le voyageur suisse témoigne d'une vraie rencontre, c'est-à-dire d'un moment où Orient et Occident se retrouvèrent en contact l'un avec l'autre, sans que l'impérialisme occidental, qui pourtant était bien sûr déjà en marche, la conquête de l'Algérie était en route, sans donc que cet impérialisme occidental ne bouleverse encore complètement ce fragile équilibre. Ce moment, qui est aussi un lieu, celui du désert, qu'on pourrait qualifier non pas de ligne, mais peut-être de zone frontière, à tous égards, mérite d'être rappelé aujourd'hui particulièrement à une période de crispation identitaire, donc de tentation de repli. Les frontières ne sont pas que géographiques, elles sont aussi en nous. Elles structurent notre façon de penser les autres, du moins ceux que nous construisons comme tels et que nous risquons toujours, ce faisant, de figer dans une altérité essentialisante et parfois même déshumanisante. Et pour conclure vraiment, je rendrai volontiers hommage à Raymond Schwab, écrivain, poète, critique littéraire, traducteur, aujourd'hui quelque peu oublié, et qui décida de soutenir, et cela m'émeut beaucoup, à 67 ans, une thèse en Sorbonne qu'il publia 2 ans plus tard, en 1950. Elle a été d'ailleurs rééditée chez Payot en 2014, sous le titre « La Renaissance orientale », un livre d'une érudition et d'une intelligence exceptionnelle qui porte largement sur la réception de l'Inde dans l'Europe de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe siècle, mais qui en réalité parle de beaucoup plus que cela aussi, et où il plaide pour, je le cite, un humanisme intégral. Une formule qui mériterait d'être creusée, qui devrait en tout cas encore nous inspirer et nous aider peut-être à penser la mondialisation non comme un écrasement des cultures, mais au contraire en termes d'enrichissement, de croisement, de fécondation réciproque. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Sarga pour ce beau voyage. Tu nous as rappelé que le désert est libertaire, que le désert est écrivain et en t'écoutant, nous sommes tous bédouins. Je laisse la parole à la salle. Si vous avez des questions à poser à Sarga, je vérifie que l'image n'a pas disparu, hein, donc vous pouvez aussi poser des questions sur l'image. Il y en a une au centre, là. Oui. Bonsoir, merci de ce beau voyage. L'image que vous nous proposez en couverture de votre livre est une image, vous nous l'avez dit, d'un paysage algérien. Vous nous avez emmenés dans les bagages d'un certain nombre d'écrivains voyageurs qui voyageaient tous au Moyen-Orient. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'écrivains voyageurs qui se soient aventurés entre Alexandrie et Mogador? Alors, bien sûr, il y a un corpus de voyageurs aussi en Algérie, en Tunisie, au Maroc, hein, qui n'existe d'ailleurs pas forcément encore comme entité, disons, nationale à cette époque-là. Il est moins important en ce sens que, moins important, je pense, quantitativement, et surtout, si vous voulez, toute cette partie, ce que nous appelons donc le Maghreb, ne fait pas partie précisément de ce qu'on appelle désormais le voyage en Orient, qui est mon corpus de prédilection. Maintenant, j'ai évidemment, en travaillant sur les Bédouins, j'ai fait quelques coups de sonde aussi au Maghreb. Hein. Et ici, ce n'est pas un hasard sans doute, c'est un peintre. Hein, c'est un peintre. L'orientalisme, c'est encore un sens que je n'ai pas évoqué. Hein. Il y a le sens académique, il y a le sens auquel Saïd fait allusion en parlant de discours orientaliste, le sens idéologique. C'est un courant aussi de la peinture, l'orientalisme. Hein. Nous sommes ici dans ce courant-là, et ce courant, il démarre, enfin, on le fait démarrer habituellement avec Delacroix, hein, qui, lui, se rend au Maroc en 1832. Il n'est pas le premier, en réalité. Hein, il a des prédécesseurs, et il y a des peintres voyageurs comme Decamps et Maria, par exemple, auxquels Gautier ne cessera de rendre hommage, qui feront eux-mêmes une sorte de voyage en Orient. Voilà. Maintenant, oui, il y a des voyageurs dans le Maghreb, et il y en a au XVIIIe siècle, avant la Révolution française même, bien sûr, Peyssonnel, par exemple, réédité par Lucette Valency. On peut citer aussi, plus connu peut-être, Potocki, dont je vous ai parlé, ou Potocki, si on le prononce à la française, l'auteur du manuscrit trouvé à Saragosse, qui est allé au Maroc et qui a écrit un récit dans l'Empire de Maroc, hein, dans lequel d'ailleurs figure un petit conte orientalisant à la manière de Voltaire, avec l'illustration de la sagesse bédouine. Voilà, tout à l'heure, vous avez fait allusion à Nerval. Oui. Finalement, vous n'en avez pas parlé. Non. Mais donc, j'ai lu les récits de voyage de Nerval donc au Moyen-Orient. Et dans la préface, on dit qu'il a inventé beaucoup de choses qu'il décrit, que ce soit au Caire ou au Liban. Et donc, il y a des voyageurs qui brodaient un petit peu sur ce qu'ils vivaient. Et il y en a aussi un autre que j'ai lu, et on dit la même chose de lui. Bon, c'est un Anglais, c'est Palgrave. On dit aussi que son récit a été totalement inventé. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou... Alors, il faut toujours se méfier des voyageurs. Hein, c'est un proverbe. Il y a un proverbe « à beau mentir qui vient de loin ». Et leur réputation, donc, est terrible. Elle est très mauvaise de ce point de vue-là. Et plus ils disent plus ils prétendent dire la vérité, plus il faut se méfier. Donc, vous avez raison. Nerval, effectivement, invente certains aspects, certains épisodes de son voyage en Orient, indépendamment même de ce qu'on a appelé conventionnellement des contes orientaux qu'il insère à l'intérieur de son voyage en Orient. Voilà. Donc, ainsi, l'épisode de Citer est inventé. Ainsi également, l'épisode de la Javanaise, c'est-à-dire l'achat d'une esclave au Caire,
c'est plus subtil, n'est pas totalement inventé, mais il se l'attribue lui-même, il l'attribue à celui qui dit « je » dans le voyage en Orient. Et donc, quand on étudie le voyage de Nerval, on est obligé de couper les cheveux en quatre, il faut faire de la narratologie, et là, les distinctions commencent à, voilà, entre auteurs, n'est-ce pas, narrateurs, personnages, que souvent on oublie, hein, et qui n'ont pas forcément de sens dans d'autres récits de voyage, prennent tout leur sens. Nerval met en scène des épisodes qui sont parfois fictifs ou en partie fictifs. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas obligé de le condamner, n'est-ce pas? C'est là, si vous voulez, que je me distingue du proverbe. La fiction nous dit quelque chose. Personne ne sait si Nerval s'est effectivement déguisé en bédouin, car il dit cela à un moment. Il dit « j'ai un costume de bédaoui ». En plus, il translittère vraiment le mot arabe, bédaoui. Bon. La photographie existait de son temps, hein. Il y en a une, il y a des photos de lui plus tard prises par Nadar, mais il n'y a pas de photos de lui pendant son voyage en Orient. Il y en a, semble-t-il, une de Flaubert un peu plus tard, mais on n'est même pas sûr que ce soit lui. Bon, voilà, rien n'est attesté véritablement, hein. Mais le fait qu'il dise que lui, personnage, je du récit de voyage, s'habille en bédouin, mais c'est très intéressant, hein. Ça manifeste, au-delà, je dirais, d'un jeu sur le travestissement, une volonté de s'identifier à quelque chose, hein. Un rejet aussi de tout un mode de vie, hein. Il jette aux orties aussi vite que possible son complet bourgeois, hein, le triste costume « Je suis le fils d'un siècle en habit noir », dit-il. Voilà. Donc la question de la vérité, elle doit être posée, et en même temps, elle n'est pas la seule. Palgrave, je connais moins. Oui, c'est la tradition anglaise, effectivement. Je ne sais pas honnêtement quelle est la part de vérité là-dedans, mais il y a une réception, effectivement, française. Maxime Ducamp en a fait un compte-rendu. Je ne peux pas vous dire. Justement, à cet égard, j'aurais voulu savoir si on avait un réinvestissement de cette figure du bédouin dans la fiction littéraire, dans la littérature. Alors, j'en ai cité quelques exemples avec le 24e poème des Orientales, hein, de Hugo, Adieu de l'hôtesse arabe, hein, arabe ici étant à entendre précisément au sens de arabe bédouine, hein, elle est à côté de sa tante. On en trouve des exemples, mais pas autant que je voudrais, hein. Alors, il y a un poème, par exemple, de Gautier, hein, voilà, sur le bédouin qui, assoiffé, arrive au bord de la mer, et voilà, que va-t-il faire de cette mer, n'est-ce pas, dont il ne peut rien faire. Bon, on a, puisqu'elle est salée précisément et qu'elle ne peut pas satisfaire, hein, d'un bédouin symbolique, hein, un bédouin qui a des aspirations à l'idéal. Bon, on trouve un roman peu connu, mais que j'ai exploité dans mon livre sur le mythe bédouin, d'un jeune historien qui s'appelle Joseph Poujoula, et qui a accompagné son mentor, qui s'appelait Joseph Michaud, l'auteur de l'Histoire des croisades, hein, et ils ont donc fait le fameux voyage en Orient, dont ils ont ramené quelque chose d'absolument immense, qui s'appelle Correspondance d'Orient, hein, c'est un voyage à deux, qui est extrêmement intéressant à étudier. Et ce même Joseph Poujoula, plus jeune, hein, d'une génération plus jeune que Michaud, a écrit presque simultanément un roman qui s'appelle La Bédouine. Donc c'est tout à fait intéressant de voir qu'un historien a voulu s'emparer de ce thème, a cédé à la tentation littéraire, l'a repris en mettant l'accent sur la dimension féminine. Alors, c'est très marqué par Chateaubriand, hein. C'est l'histoire ce sont des amours interculturels, hein. C'est l'histoire d'un jeune voyageur qui épouse une bédouine, mais c'est un amour impossible. C'est un amour impossible. Et voilà, comme d'autres avant lui, hein, dans la première moitié du 19e siècle. Voilà, donc c'est la religion qui est, si vous voulez,
la grande barrière. Hein. Mais il y a cette tentation d'aller au désert et d'y rester, hein, d'être autre. Voilà. Parmi tous les voyageurs que vous avez cités, il y en a beaucoup évidemment, aux professions diverses et variées, hein, des colporteurs, des grands bourgeois venant prendre un peu le frisson d'un voyage exotique. On aurait pu aussi mettre certainement des ecclésiastiques, enfin des hommes de religion. Vous n'en avez pas du tout parlé. Peut-être c'est la période antérieure d'ailleurs au XVIIIe siècle. Quelle image rapporte-t-il de ces populations et de ces pays qui sont ambigus dans la tradition chrétienne, puisqu'ils sont à la fois les hommes d'origine et en même temps ceux qui ont adopté une autre religion? Est-ce qu'il y a là une littérature à l'égard de ces sauvages de l'Orient qui serait tout à fait particulière? Oui, alors bien sûr, elle existe. Je la connais moins bien parce que ce ne sont pas, disons, les siècles dont je suis spécialiste, mais j'avais évidemment regardé cela quand même pour voir, au fond, pour faire l'archéologie de ce mythe bédouin. Alors j'ai cité un peu longuement Félix Fabry parce qu'il a des qualités, je dirais, quasiment littéraires, n'est-ce pas? On est dans un désert tellement extraordinairement fantasmé, hein, dans un Orient et un désert tellement désespérant, voilà, qu'il incarne particulièrement bien, je dirais, cette vision très négative du désert et des Bédouins qui existe chez les pèlerins. Voilà. Il y en a d'autres. D'une manière générale, cette vision est extrêmement stéréotypée. Néanmoins, évidemment, si on commence à regarder les choses de près, on trouve toujours à la fois des exceptions et puis un début d'intérêt, je dirais, ethnologique. Hein, et c'est sûr que c'est quelque chose qui est toujours plus précoce qu'on ne croit. Mon collègue Frédéric Tinguely, par exemple, avait écrit jadis un article dans un numéro de la Revue des Sciences Humaines. C'était le numéro consacré au topos de l'Homo Viator, un article qu'il avait intitulé « Janus en Terre Sainte ». N'est-ce pas? Et le titre indiquait très clairement ce double regard, n'est-ce pas? Le pèlerin est censé aller tout droit, ne pas regarder ni à droite ni à gauche. En réalité, tout est écrit d'avance. Le réel est un réel toujours déjà écrit, qui est censé illustrer simplement ce qui figure déjà dans la Bible. Mais évidemment, lorsque on avance dans un espace concret, on peut être tenté de regarder à gauche ou à droite et on finit par voir quand même parfois un paysage, des hommes. Et il y a même des dessins, effectivement, de Bédouins que j'ai retrouvés dans des récits, disons, de pèlerins du XVIIe siècle. Donc ça existe. Et ce serait certainement à creuser pour nuancer cette vision, disons, peut-être un petit peu tranchée que j'ai donnée. Une toute dernière question. Merci. J'aimerais vous demander si vous pouvez considérer qu'il y a une opposition, voire même une opposition d'échec poétique, entre ce que Chateaubriand propose comme étant la mise en voile de l'Orient, puisqu'il préfère y voir les apparences de loin, comme vous l'avez rappelé justement, et plutôt, disons, le processus de dévoilement que propose Nerval dans son voyage en Orient, mais qui se solde aussi par un échec. Y a-t-il une ressemblance entre ces deux échecs qui se basent sur une mise en voile et un dévoilement? Oui, c'est une question complexe, très difficile. Disons, l'échec, on n'est pas forcé d'employer ce terme-là, c'est-à-dire que c'est un jugement qui présuppose qu'on se place uniquement du point de vue réaliste, du point de vue anthropologique, n'est-ce pas? On peut y voir un même succès, si vous voulez, un même succès du voilement. Dans les deux cas, moi je dirais que je dirais non pas qu'il y a un échec d'abord, je dirais qu'il y a un succès. Tout simplement d'abord du point de vue de la réception. Hein. Chateaubriand fonde
la tradition du voyage en Orient au XIXe siècle, rien qu'à ce titre-là, c'est quelque chose qui a donc marqué toute une tradition de voyageurs. Nerval, si vous voulez, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'il était pour son contemporain, Gautier par exemple, c'est-à-dire il est entré dans la Pléiade, et même 2 fois, hein, c'est-à-dire qu'il est devenu un immense auteur, ce qu'il n'était absolument pas encore de son vivant. Donc pour moi, ce sont 2 succès, alors dont les raisons sont sans doute différentes. Hein. Moi, ce qui m'intéresse chez Nerval, il y a bien sûr quelque chose comme un échec au sens où il poursuit toujours un idéal, n'est-ce pas, qu'il n'atteint pas. Il y a quelque chose comme une figure d'Isis, n'est-ce pas, qui traverse son voyage en Orient. Mais il y a aussi une auto-ironie chez lui. Il ne cesse de s'auto-représenter dans cet échec. Lorsque, par exemple, il court dans le bazar du Caire après 2 orientales qui sont en réalité des Françaises, qui le mènent chez quelqu'un qui est censé être un Égyptien qui est en fait un Français. Bon, voilà. On a mis du temps à comprendre que Nerval pouvait être aussi lu au second degré, n'est-ce pas ? Et il s'auto-représente volontiers de cette façon-là. C'est un récit d'initiation, si on veut. C'est l'initiation qui est un échec. Mais ce qui est décrit ne l'est pas forcément. Hein. On y apprend beaucoup de choses, et dans le jeu, je dirais, du voilement et du dévoilement successif, que de variations. Hein. Les femmes du Caire, le Caire est une ville, n'est-ce pas, qui se dévoile peu à peu comme ses habitantes. Voilà. On joue, n'est-ce pas, sur les attentes du lecteur. Hein. Voilà. Je vais vous dévoiler quelque chose. Et puis, ce qu'il va dévoiler, ce n'est justement pas ce qu'attendent les lecteurs. Et il le sait bien, Nerval. Et c'est cela, je dirais aussi, qui fait une partie de cet enchantement désenchanté, pourrait-on dire, que nous pouvons éprouver aujourd'hui à son égard. Voilà. Quant à Chateaubriand, je crois que je ne vais pas développer la chose ici, je ne vais pas me risquer à cela, si ce n'est qu'il hante Nerval lui-même, hein, bien entendu. Mais Nerval tente plutôt de le mettre à distance. Hein. Il s'est ruiné en Orient, dit-il. Hein. Il apparaît dans le texte de Nerval, de même que Lamartine. Hein. Nerval veut apparaître comme une génération différente. Hein. Il a peu d'argent, n'est-ce pas ? Il veut loger dans un quartier du Caire. Il ne veut pas aller à l'hôtel. Il ne veut pas, comme Lamartine, impressionner les populations par un défilé, n'est-ce pas, de domestiques et de gardes du corps. Bon, beaucoup de différences aussi avec ses prédécesseurs. Bien, nous allons nous en tenir là. Merci beaucoup, Sarga Moussa. Merci également à Corinne Samina d'Ayar-Perrin.